En gros, j'avais reçu un courrier de Mbappé au tout début parce qu'il portait la coque. Et donc du coup, j'avais commencé à avoir chaud de prendre des mises en demeure d'autres clubs et d'autres joueurs. Et en gros, j'ai commencé à m'intéresser aux licences. Et donc ouais, la première licence qu'on a décrochée, c'était équipe de France, Coupe du Monde 2018. Et le résultat, c'est qu'ils ont gagné. Donc nous, à la fin, on était à 20K. Donc ça avait vraiment cartonné. Et j'avais fait mes premiers 300 000 euros de chiffre d'affaires avec ce produit-là. Je pense en 18 mois, on a dû faire 7 millions et 8 millions de CA. Sur l'année, là, sans ads, sans pay ads, sans influenceurs. Et là, sur 2023, j'en ai eu 304 CA, je crois. Si tu suis, genre, les étapes que je te dis, c'est pas excitant, mais au final, ça marche, tu vois. Genre, sûr à 100%, ça marche. Salut Thomas, comment ça va? Salut, au top, et toi? Nickel. Bon, bah, où est-ce que tu es en ce moment là? Raconte-nous. Du coup, là, je suis aux États-Unis, en dessous de Los Angeles, à côté de San Diego. Ok, trop cool, trop cool. Bah écoute, ça me fait plaisir de t'avoir un peu sur le podcast de Frate et Hugo, sponsorisé par Frate Mate et Focus. Et tu connais bien la marque parce on s'était vu déjà en 2021, je crois, au Mastermind à Dubaï. C'était cool. Exactement. On s'est rencontrés là-bas et bah, je voulais t'inviter parce que tu avais quand même une bonne expérience en e-commerce avec une grosse marque que t'avais montée, que t'as rebondi, je me trompe pas, entre-temps, et t'as basculé dans le monde du SaaS. Donc c'était cool d'avoir ton petit ressenti et voir aussi les avantages inconvénients de chaque business model et voilà, apporter un peu de valeur. Yes, carrément. Bah ouais, comme tu le disais, moi justement l'e-com, je l'ai fait depuis 2017, j'avais commencé jusqu'à en gros 2022 où j'ai revendu. Et, euh, et à la fin, j'ai revendu parce que j'en avais marre tout simplement. Parce que ça faisait 5 ans en vrai que je vendais que des coques de téléphone parce que j'ai vendu majoritairement que ça. Et au bout d'un moment, c'est assez compliqué. Et puis en plus de ça, tu sais, il y avait la partie où les CPM, quand même, depuis 2019, ils ont quand même pas mal augmenté. Et nous, comme on a un panier moyen qui est assez faible, je sais que toi, avec Fratematé, c'est beaucoup plus haut que nous, ce qu'on avait. Mais nous, on peinait vraiment à vendre plus de 29,99 pour 2 coques. Et donc, forcément, en pay ad, c'est assez compliqué. Et globalement, ouais, j'en avais marre de vendre des coques de téléphone, d'avoir des marges justement qui sont pas ouf du tout, dans le sens où on faisait un volume qui était intéressant, mais on se retrouvait avec des marges qui faisaient 10% net, 15% net max. Et à la fin, c'est assez frustrant. Et du coup, je me suis dit, ok, bah, je vais repartir de zéro. Avec juste l'expérience que j'avais en e-commerce et me relancer sur un autre type de business qui avait justement les avantages de l'e-commerce, mais pas les inconvénients, parce que sur un SaaS, c'est assez facile de faire un 50% de marge nette, même plus que facile. Mais par contre, le désavantage d'un SaaS, c'est que en termes de scaling, c'est pas aussi facile qu'un site e-com, quoi. Donc Ouais. en gros, il y a du bien partout et il y a du mauvais partout. Mais en tout cas, c'est ça qui m'a intéressé dans les SaaS. Et puis aussi, il y avait cette question de multiples, parce que tu vois, sur la marque, justement, sur Omakase, j'étais un peu frustré de sa valorisation. Parce que en soi, quand les gens ils en parlent, tout le monde dit oui, une marque d'e-com, pardon, ça vaut tant en fonction du bénéfice, etc. Mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors que ça, c'est juste des calculs fois. Enfin, en gros, tu fais un multiple et c'est assez simple de le calculer. Et il y a moins de paramètres qui rentrent en compte. Et donc c'est ça qui m'a intéressé pour me lancer dans les SaaS. Et aujourd'hui, je regrette pas. Ok. Écoute, là, tu as commencé par une grosse introduction avec pas mal de choses déjà. On va revenir. Peut-être déjà Excuse. présent... peut-être présenter au My Case rapidement. Peut-être tu l'avais déjà dit, et même je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ont vu à l'époque sur les réseaux et expliquer comment aussi t'as fait connaître ta marque, cette marque-là. Peut-être comprendre aussi un peu la genèse. Aussi, tu peux dire un peu ton petit parcours aussi géographique et aussi j'ai 30 ans, j'ai eu 30 ans récemment, mais toi t'es beaucoup plus jeune et t'as fait des choses, t'as commencé beaucoup plus jeune aussi. Déjà, bon anniversaire. Je savais pas que tu avais eu 30 ans, mais Ça fait mal, hein, ça fait ça un fait bon mal. step. Franchement, j'ai pas hâte d'avoir 30 ans. Mais ouais, du coup, là, j'ai 25 ans. Je vais avoir 26 bientôt. Et du coup, ouais, j'ai commencé 2017. J'étais en première, je crois, où j'ai commencé par une petite marque de vêtements. Ça m'a très vite fatigué. J'ai fait un peu d'argent.
Derrière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché quelque chose qui mixait mes compétences avec ce que j'aimais. Donc mes compétences, c'était que je maîtrisais les réseaux sociaux parce que bah à notre âge, c'était un peu nouveau et c'était notre génération qui le maîtrisait le plus. Donc j'avais commencé par ça et en plus de ça, bah, j'adorais le foot et de l'autre, je faisais du Photoshop. Donc en fait, j'ai cherché un produit qui mélangeait les trois. Ça m'a mis 6 mois à trouver et un jour, je suis tombé sur un exemple. J'ai repris cet exemple-là et je l'ai lancé et ça a mis du temps à monter, mais en gros, petit à petit, c'est la première activité qui a vraiment décollé. Et enfin, j'ai développé ça pendant 2 ans et demi. Et en gros, à la fin, on a eu un contrat avec l'équipe de France. Donc, c'était des coques de téléphone personnalisées. Et en gros, l'idée, c'est de reprendre bah, les maillots des clubs et de les mettre sur des coques de téléphone. Ok. Donc là, tu avais copié-collé déjà un truc déjà existant que tu avais déjà trouvé à l'étranger, ou c'était vraiment une idée que tu voyais que les coques pouvaient être personnalisées par des fournisseurs, voilà. Moi, moi, je faisais la collection de maillots, en gros, de base. J'adorais les maillots. Et en fait, je me disais, ça pourrait être trop cool que juste un maillot, ce soit pas bah, seulement quelque chose que tu peux porter sur ton dos. Parce que, par exemple, quand tu, quand tu vas au travail ou quand tu vas à l'école, tu vas pas porter ton maillot, tu vois, au quotidien. Et du coup, je trouvais ça cool de l'avoir dans sa poche. Et en gros, ça, c'était l'idée de base. Et en fait, après, quand je cherchais des fournisseurs sur Alibaba, j'avais trouvé juste un exemple de fournisseur où juste le mec, il avait pris, en fait, le maillot de Messi au Barça et il l'avait mis sur une coque de téléphone, mais pas vraiment designé comme moi je l'ai fait, mais juste vraiment juste il a pris le maillot, il l'a mis sur la coque. En fait, je trouve ça stylé parce que la personne du coup elle avait le maillot de Messi avec elle tout le temps et en gros j'ai commencé à bosser là-dessus en utilisant ma propre template, nos propres designs pour qu'on puisse avoir un truc vraiment unique. Stylé. Ok, parfait. Et donc après, tu as signé donc un deal avec qui, pardon? Ouais, ben, en gros, j'avais reçu une pression, et ça, j'ai l'impression de répéter cette histoire tout le temps, mais je vais le faire. En gros, j'avais reçu un courrier de Mbappé au tout début parce qu'il portait la coque. Et donc, du coup, j'avais commencé à avoir chaud de prendre des mises en demeure d'autres clubs et d'autres joueurs. Et en gros, j'ai commencé à m'intéresser aux licences. Et donc, ouais, la première licence qu'on a décrochée, c'était équipe de France, Coupe du Monde 2018. Et bah, le résultat, c'est qu'ils ont gagné. Donc nous, à la fin, on était à 20 KD. Donc ça avait vraiment cartonné. Et j'avais fait mes premiers 300 000 euros de chiffre d'affaires avec ce produit-là. Top. Ok. Et donc là, t'as senti la limite et tu t'es dit, il faut ouvrir un peu plus le spec et t'as voulu faire aussi des coques personnalisées où tu t'es dit, il n'y a pas que les footeux qui aimeraient mettre des images sur une coque. Bah réellement, moi, si vraiment c'est genre en gros, je me positionne juste sur la passion et le côté passion, je serai toujours dans le foot et je ferai toujours des produits de foot. Genre c'est le truc limite où des fois je me dis genre j'aimerais trop avoir un truc dans le sport où justement ouais je sois connecté au sport parce que le sport c'est ce que je kiffe le plus. Donc des fois ça me frustre et en fait je l'ai fait. Pourquoi j'ai lancé Omakase, c'est qu'en fait j'avais pas vraiment le choix dans le sens où on avait pris 4 licences. Au final, on avait plus de sous. J'avais juste des coques en stock à mort, beaucoup trop de stock. Et nous, on se retrouvait bloqué niveau vente et ça décollait pas en fait, comme on aurait dû décoller. Et donc, à un moment, je me suis retrouvé avec 1000 balles sur le compte et du coup, la seule solution, c'était de trouver un autre échappatoire parce que bah, j'ai eu ce sentiment en fait que j'allais pas résoudre le problème avec Footy Case, Via le qui était foot. le premier Ok. business. Et Ok. donc, du coup, je me suis dit, OK, j'ai des coques de téléphone. Et mon idée, justement, est un truc que je trouve que beaucoup de personnes ne captent pas généralement, c'est toujours vendre un produit avec une valeur ajoutée. Moi, par exemple, si je fais juste des coques de téléphone avec des paillettes dessus, les gens ils vont se dire, OK, cool, c'est des paillettes. Enfin, c'est basique. Tu vois, si tu regardes les deux exemples de Oh My Case et de MyFooty, ou FootyCase, en gros, on avait juste changé de nom. Bah, en gros, il y a une vraie plus-value ajoutée pour le client parce qu'il y a le côté personnalisation pour les coques de téléphone de foot. Et ça, en vrai, bah, ça fait une grosse plus-value parce que la personne, elle se dit, je paye, ok, mais en fait, il y a un vrai changement et une vraie value qui a été créée à l'achat. Et pareil pour Omakase, où le produit qui a cartonné, qui a vendu 95% du temps, c'est coque de photo personnalisée où la personne choisit la photo. Et et nous, justement, c'est ce qu'on a lancé comme produit. C'est le truc qui a cartonné directement. Les gens, ils mettaient les photos de leurs enfants, de leur famille, de leurs grands-parents, leurs parents. Et au final, ils adoraient ça. Et donc, en gros, c'est ce qu'on a lancé et c'est ce qu'on a commencé à scaler derrière une fois que je me suis sorti un petit peu de la merde, quoi.
Ok, non mais hyper intéressant. Mais ouais, je me rappelle que sur ton site, bah je sais pas si tu peux enfin le My Case aussi, tu avais la fonctionnalité où tu pouvais carrément uploader sur le Shopify, enfin sur ton site, la photo D'avoir la preview et pour le client, ouais. ça c'était dingue comme expérience. Enfin déjà ça rassurait de ouf. Même si je pense en termes de parcours d'achat déjà il y avait pas mal de friction parce que tu rajoutais aussi une étape supplémentaire sur mobile et tout. Mais ça, enfin moi je l'avais fait une fois. Franchement c'était assez carré. Mais Ouais, c'était j'imagine assez c'est fluide. On avait bien développé le truc. À la fin, on avait même un système qui se faisait en automatique où, en gros, la fournisseuse en Chine recevait directement les dossiers téléchargés dans un Google Drive. Genre, on avait vraiment bien optimisé la prod et, euh, et l'expérience client. Et au final, notre conversion n'était pas du tout dégueu. Tu vois, on était plus ouais. de 3, même si c'était un step en plus à l'achat. Ok, top. Et je me rappelle donc quand c'est connu, donc Mhm. dans les années 2021, t'avais quand même, moi je me rappelle, j'étais en train sur Snap parce que c'était le temps de déplacement sur Snap. Je te voyais mais tous les jours avec tes coques. Je crois que Mais t'avais je pense que c'était même 2020 hein, quand il y a eu le 2020. Mastermind. T'as peut-être non 2020 on était confinement. C'est 2021. C'était Ah janvier ok, ok, 2021. Ouais, c'était ok, janvier ok. 2021. Mais bon, néanmoins, c'était sûrement, je pense, novembre-décembre, t'avais dû déjà booker tous les influx et Mhm. enfin, à chaque story, t'étais pratiquement un influenceur qui faisait un unboxing, je me rappelle, pour Noël, avec tes produits. Est-ce que ça a été le vecteur numéro un de la croissance de MyCase ou tu t'envoyais aussi pas mal sur Facebook Ads à l'époque où t'avais pas de Euh, problème sur le coût d'acquisition? non, je pense que clairement, nous les influenceurs, en gros, moi, comment je vois le truc avec du recul, c'est que pour l'acquisition, sur chacune des marques ou chacune des success stories ou des choses qui ont fonctionné, tu sais, tu as tout le temps un réseau qui fonctionne plus que tous les autres et qui est ton truc qui te fait vraiment scaler et où tu as un effet de levier énorme. Et Ouais. toi, je pense que c'est plus Facebook Ads qui t'a permis de faire ça. Mais nous, au final, en fait, moi, ce que je me suis dit avec du recul, c'est que les coques personnalisées avec une photo dessus, en soi, c'était pas nouveau. Ça a déjà été fait plein de fois. Il y avait déjà plein de sites concurrents. Sauf que, et je pense qu'il y a plein de gens qui l'avaient fait en Facebook, mais il y avait personne qui l'avait fait sur le segment des influenceurs. Ok. Et donc nous, on est arrivé avec ce positionnement-là sur un marché qui n'avait pas du tout été exploité pour ce produit-là. Et c'est comme ça qu'on a réussi à prendre un avantage et qu'on a ratissé bah, tout le marché et tout ce qu'on pouvait prendre sur le marché des influenceurs. Ouais, parce que c'était quand même aussi l'âge d'or des influenceurs où il y avait quand même le coût d'un influenceur. Enfin, tu retombais vite sur tes pieds et donc tu arrivais à bien scaler. Tu te rappelles de ta meilleure journée avec les influx? Il me semble que c'était 60 000 avec 60 000. ouais, 60 000 en 24 heures. Un placement ou t'avais booké En plusieurs? dehors, trois placements, je crois. Ah ouais, pas mal. Costaud, Plus hein? un petit email. Ok. Ok, Ouais, non, top. franchement, c'était un super levier. Et comme tu as dit, en fait, les CPM, ils étaient super faibles. Et je trouve que aussi les influenceurs étaient encore en croissance. Et donc, tu avais vraiment cet aspect où, un jour, par exemple, s'ils allaient passer à la télé ou il y allait avoir un passage, tu avais ce coup de boost, en fait. Et tu vois, ça faisait que même si des fois, tu allais faire des retours sur investissement qui allaient être break-even, bah, en fait, tu allais avoir cet influenceur que tu vas sous-payer par rapport au nombre de vues qu'il va actuellement faire le jour du poste et où en gros bah, ça va te rattraper ta rentabilité et tu vas faire 6 000 ou 7 000 euros de bénéfices juste sur un seul placement. Et Ok. donc c'était ça qui était ouf. Mais tu avais un petit calcul maison pour savoir si un influenceur était rentable ou tu confiais ça quand même à la personne qui faisait les bookings pour toi, qui te Non, disait ouais on celui-là gérait tout il en est rentable. interne. Ok. Et En gros, c'est quoi ta petite secret de sauce pour ceux qui veulent faire des déplacements influenceurs, qu'est-ce qu'ils doivent checker? Comment tu conseillerais une personne qui commence en influence marketing? bah pour moi, c'est qu'une question de théorie et tu testes tes théories. Donc ça veut dire tu commences avec un influenceur, tu vas le tester, tu vas dire ok, il a marché, ça a marché une fois. Derrière, tu vas reprendre un placement de 2 semaines. Enfin, en tout cas, nous, c'est comme on le faisait avant. Je pense qu'aujourd'hui, avoir autant de répétitions, comme les audiences sont assez les mêmes, c'est compliqué. Mais nous, en gros, ce qu'on faisait, c'était qu'on allait prendre un influenceur. Quand on prenait un influenceur, on n'allait jamais prendre 5 posts sur un nouvel influenceur. On allait prendre un post ou alors s'il y avait quelqu'un qui me disait ouais là ça fait 2 fois que j'ai pris tel influenceur, ça cartonne, trafic abusé, bah là en gros je me disais ok on book 3 et on book mais tout le temps en fait être sur ses gardes parce qu'en gros tu peux perdre vraiment beaucoup d'argent très rapidement
parce que tu vois, les gens qui commencent avec des campagnes à 50 000 direct, bah, c'est super risqué, tu vois. Si t'es pas rentable sur toute la campagne ou tu vois, tu fais un 5 de ROS, tu perds 25K facile. Et donc, nous, on est allé, tu vois, au début, on prenait un poste, du coup, on a commencé avec 1000 balles, ensuite 5000 balles, ensuite 10 000 balles, et j'y allais à tatillon. Et même, il y a un jour, tu vois, on a eu un concurrent qui posait 300K sur le mois. Et moi, j'ai dit, en fait, j'y vais pas. Et en gros, limite, j'ai dit, prenez le marché, en fait, parce que moi, je sais via mes calculs que c'est impossible d'être rentable. Ou Ok, alors, genre, il faut avoir un taux de conversion à 10. ok. Donc t'as laissé le mec prendre, tu sais qu'il s'est Bah, mangé non, ou? au final, le mec, il s'est dégonflé, en fait, parce Ah ouais? que c'était du bluff. Parce que Mais c'est quoi vraiment, celle? tu peux pas être rentable, en fait. Tu prends, genre, Jessica 6 fois Ouais, dans le mois, genre, c'est impossible d'être rentable. Tu peux pas. ouais. Impossible. Mais comment tu savais qu'il allait poser 300K dans le mois? Est-ce que c'était l'agence qui t'avait dit, écoute, Thomas, Ouais, t'es un bon client et sache qu'il y en a un qui va poser autant. Est-ce que tu peux t'aligner? ouais, c'est ça, mais Ou c'était l'agence qui t'a bluffé aussi? bah, c'était en partie. Enfin, il y avait en gros une mise en. En fait, il y avait un peu des deux, tu vois. Ça tirait d'un Ouais. côté, mais l'agence tirait aussi. Et c'est là où justement, genre, les influenceurs, moi, ça m'a gavé aussi, tu vois. Ok. Donc là après c'était quoi? C'est à partir de iOS 14 où t'as senti que le petit déclin sur influence, paid ads où tu t'es dit ok là il va falloir se retourner ou j'ai envie de passer à autre chose. Bah, en gros, ouais, moi, ce que je me disais à chaque fois, c'est, tu vois, quand tu fais des steps, par exemple, je sais pas, on faisait, en moyenne, il me semble qu'on faisait genre 6 k day, tu vois, constant, sans jours de promotion, juste constant, tu vois. Donc, je me disais, moi, j'aimerais bien arriver à un niveau où on fait 10, 15 k day, tu vois, consistant tous les jours. Et j'arrivais pas à arriver à ce step-là, tu vois. Et pour moi, si tu utilises enfin, en gros, si ton fonctionnement, il est simple, par exemple, les influenceurs, nous, ce qu'on faisait, c'était super simple. Juste, c'était une recette qui fonctionnait. J'avais pas envie, en fait, on avait déjà testé des trucs compliqués, essayer de scaler, monter à 10K, mais au final, c'était beaucoup trop compliqué. Les efforts qu'on mettait par rapport aux résultats qu'on avait, moi, je trouvais ça pas intéressant, en fait. J'avais l'impression de mettre beaucoup trop d'énergie pour au final avoir très peu de résultats, alors que je savais que si je mettais mon focus ailleurs sur un truc justement qui était bien plus scalable et qui pouvait arriver simplement à 10-15K day, bah, j'avais plus Ouais. intérêt à arrêter en fait ce truc-là et switcher. Et en vrai, Ok. c'est dur d'arrêter parce que t'as un système qui fonctionne, mais c'est ce que je me disais, ouais. Et c'est ton petit bébé aussi. C'est quand même Moi, je pense que ah ouais. le premier, ouais, le premier, en gros, j'étais vraiment attaché parce que bah, c'était coq de foot, etc. C'était ma passion. Mais l'autre, pas vraiment en vrai. J'avais pas de problème à m'en séparer. J'en avais Ok. plus marre qu'autre chose. Genre, je le Ouais. serrais. Et là sur ce projet-là aussi t'étais solo entrepreneur. Enfin t'étais Ouais, seul on va dire toujours à associé. 100%. J'ai juste eu un associé pendant quelques mois, mais sinon, seul à 100%. Et juste du coup, on avait créé une petite team Ok. et, euh, et on développait ça, ouais. Ok, trop cool. Et juste sur la partie vente, rapidement, est-ce que tu étais passé par une plateforme? Est-ce que c'était quelqu'un un petit peu que tu connaissais déjà dans ton milieu qui a repris le site? Comment ça s'est passé? Parce que je sais qu'il y en a qui pensent, tu parlais de multiples aussi. Toi, c'est quoi un petit peu, comment tu as connu déjà cette personne-là? Et quelles sont les erreurs ou comment tu aurais fait pour revendre la chose, peut-être avec un multiple un peu plus haut? Qu'est-ce que tu aurais préparé Mm. euh, pour un Bah, e-commerce? moi, je l'ai pas vendu. En vrai, réellement, j'aurais espéré le vendre bien plus cher que ça. Le truc aussi, c'est que j'ai un peu trop attendu dans le sens où, tu vois, quand ton truc il est au top, généralement tu te dis, j'ai pas envie de le vendre, alors qu'en soi, c'est le meilleur moment pour le vendre. Et ça, c'est des erreurs que j'ai fait au début et que bah maintenant je referai plus. Et en gros, moi, je l'ai vendu à la descendante. Tu vois, j'avais déjà abandonné le truc, je voulais le vendre en fait. Donc, si tu veux vendre un business qui n'est pas en croissance, bah déjà forcément ça Ouais, te pose problème en fait, ça va te jouer des tours. Et je pense que justement nous on avait fait, il me semble, je pense en 18 mois on a dû faire 7 millions 8 millions de CA. Et donc en fait quand derrière tu fais plus que 1 million sur les 12 derniers mois, bah en gros c'est moins excitant en fait pour la personne qui rachète. Il dit mais attends, on passe d'un business qui fait 6 millions sur 18 mois à un business qui passe à 1 million. Le business en gros il vaut plus rien quoi, ou le business il va complètement s'écrouler. Et en vrai, moi, c'est un peu ce que je me disais aussi dans ma tête, c'est que je me disais, mon business, ça se trouve, dans un an, en fait, il y a plus de chiffres. Donc, en gros, je suis obligé de le vendre à un prix qui est pas cher. Et truc, justement, que je me suis rendu compte il y a pas longtemps, c'est qu'en fait, pour qu'un business qui tourne à un niveau assez élevé, tu vois, minimum 3K day, etc., pour qu'il descende à zéro, vraiment, même sans payer ads, etc., genre, faut vraiment y aller
et ça prend pas 1 mois ou 2 mois, tu vois. Genre, les business online sont bien plus long terme qu'on ne le pense, en fait. Et ça, c'est Ok. un truc que je captais pas avant. Et Mais avec du t'avais de recul, en gros, l'organique? T'avais ouais, de j'avais de l'organique l'organique, mais même les bases email, etc. Genre, Ouais. tu vois, le truc qui est ouf sur OMyCase, c'est que je l'ai vendu. Moi, je pensais que ça allait s'écrouler, donc en fait, je l'ai vendu à un prix qui était pas ouf, tu vois, genre 6 chiffres, mais c'est tout, tu vois, genre 6 chiffres, pas plus que ça. Et Ok. au final, sur l'année là, sans ads, sans pay ads, sans influenceurs, genre là sur 2023, genre il y a eu 304 CA, je crois. Ok. Mais parce que, par contre, la marge, elle doit être belle. Parce que il Et a pu, la marge est ouais. super belle, mais en gros le mec, tu vois, genre s'il est un peu smart et qui bosse, bah en gros il récupère son investissement sur un an, Ouais. quoi. C'est Il va y arriver, ouais. Ouais, il va y arriver facile même. Ok. exactement, tu vois. Ok. Et donc toi, t'aurais vendu beaucoup plus haut. Est-ce que quand même t'aurais peut-être ralenti l'acquisition et fait en sorte quand même de pendant 6 mois d'accélérer sur la rétention, l'histoire de couper les ads et maximiser, on va dire, le BE, donc vraiment le résultat net qui reste après les charges, pour que faire un beau bilan et pour montrer quand même que la mariée est belle. Ou voilà, refaire, évidemment, le mieux, c'est quand tu fais ton record, tu vends et que le gars, bah, voilà. Mais après, tu te limites aussi à pas mal d'acheteurs qui ont pas forcément les moyens, parce que forcément, il y a moins d'acheteurs si ton biz, il fait 6 millions que 1 million à l'année. Ouais, t'aurais fait quoi comme strat, même si qu'est-ce que t'as fait? T'aurais Bah amélioré, on va dire, la rétention, le moi profit? j'aurais pas fait ce truc-là parce que au final, tu vois, je me dis justement, tu en parlais tout à l'heure, genre que je suis jeune et justement tout ce qui m'a réussi, c'est parce que justement je fonçais genre et j'attendais pas de me dire ouais bah je vais rendre ça plus beau ou tu vois genre faire un peu des trucs pour juste faire joli pour le BE pour derrière revendre. En gros, je me dis bon voilà genre le but c'était de m'en débarrasser, je passe à autre chose pour au final aller chercher quelque chose de plus gros. Donc en gros, je trouvais que me décharger de la charge mentale, prendre genre juste l'argent de la vente et derrière refocus sur autre chose, Ok. ça allait plus me faire gagner de l'argent plutôt que attendre et rendre les choses un peu plus beau, quoi. Très clair. Ok, ok, ouais, ouais, je comprends. Et donc, par la suite, tu t'es dit, ok, comment avoir un business beaucoup plus scalable sans les inconvénients de l'e-com. Et tu t'es dit, go SaaS. Donc, les SaaS, c'est service en ligne. Peut-être tu pourras aussi en dire un peu plus sur la définition des SaaS. Mais comment c'était venu? Est-ce que tu as vu le mouvement SaaS arriver? Comment tu t'es renseigné? On pense toujours qu'un SaaS, il faut être un petit geek, savoir développer CSS, HTML, et tu vas pouvoir nous prouver le contraire. Ouais, comment cette transition elle s'est faite? Est-ce que tu as eu quand même une petite pause pour te documenter? Ouais, bah déjà juste le dernier truc que je veux ajouter sur la revente d'une marque, Ouais, c'est les conseils que je peux donner et comment je l'ai vendu. En gros, je l'ai vendu à la même personne qui avait racheté MyFooty, donc mon premier business. Enfin pas directement, mais en gros la personne qui avait repris mon business, je l'ai vendu à lui. Donc généralement les reventes que j'entends, c'est beaucoup de réseaux. Souvent c'est réseaux, mise en contact, etc. Les plateformes, moi je trouve ça bien, mais c'est quand même assez compliqué si tu as un business qui, en fait, à partir du moment où ton business vaut plus de 100K, déjà, c'est quand même beaucoup plus compliqué à revendre et ça prend beaucoup plus de temps que, à part, enfin, tu peux avoir un pourcentage de chance, mais vraiment, genre 90% du temps, ça met du temps et c'est long, quoi. C'est un long process et ça se vend pas du jour au lendemain. C'est bien moins liquide qu'on ne le pense. Et pareil pour les SaaS, c'est pareil pour l'e-com. Le désavantage constant, c'est que si ta marque elle est française, bah en fait, les gens qui vont être intéressés pour acheter ta marque, c'est que des Français. Et en vrai, les Français, ils ont beaucoup moins d'argent que des Américains, etc. Mais je te jure, c'est juste la vérité. Donc en gros, non, mais tu vois, genre un mec qui balance 100K en France, tu vois, genre c'est énorme, quoi. Pour la majorité des gens, c'est énorme. bah Il y a... pour les individus, je vais arriver. Ouais. Après, si tu vois, t'as une autre société avec déjà des process en place, des équipes en place. Si elle veut faire de la croissance externe, 100K, c'est pas grand-chose pour une entreprise. Si elle met un apport, je sais pas, de 20%, elle va voir la banque, elle fait un emprunt et le tour est joué, quoi. Donc ça peut se voir comme ça. Mais oui, mais je comprends que les multiples par rapport aux US sont complètement enfin, il y a même pas faut pas comparer, on va dire, Ouais, le après le budget truc aussi, c'est US. qui rachète ton type de business, tu vois. Le truc, c'est que un business de coque de téléphone, soit t'es déjà dans l'industrie des coques de téléphone, soit sinon, genre vraiment plongé dedans, genre c'est compliqué.
Enfin, en gros, il y a ces paramètres-là. Qui va racheter ton truc, tu vois? Ouais, ouais. Mais Et, peut-être c'est pour ça que avoir des grosses bases de données, il y en a plusieurs aussi en France. Donc, tu as Alvo Market, tu as d'autres markets, t'en as plusieurs qui font du listing et tu en as plein d'autres aussi aux US. Voilà, on sait pas. Donc après cette vente-là, Go SaaS. Donc, ouais, comment t'es tombé dans la marmite SaaS un peu? bah déjà, le fait d'être aux US et de regarder justement un peu ce que les gens conseillent, comment. En fait, je crois, que je suis parti du truc où je me suis dit genre, c'est quoi les personnes qui ont vraiment beaucoup d'argent aux US et je regardais justement, bah tu sais, Y Combinator, genre tout ce qui est startup, etc. Et je regardais tout le truc des startups. En soi, startup, genre c'est long, large et il y a différents types. Mais en gros, le type du coup qui m'a intéressé le plus, c'est ce système de d'abonnement recurring parce que même tu vois sur Omaike, je me disais putain si on peut mettre un abonnement, c'est incroyable parce qu'on a du coup on a du revenu tous les mois. Je pense que toi pareil, c'est un peu la même réflexion. C'est le revenu recurring quand même, c'est super, tu vois. Et en plus de ça, nous en e-com, comme moi je savais en fait c'était comment c'était embêtant d'aller acquérir du client tous les mois et en gros tous les mois tu recommences genre t'es le 1er mars et tu dis bon vas-y maintenant il faut que j'aille acquérir mes clients et il faut que j'aille chercher 10 000 commandes et c'est pas 10 000 commandes des clients que tu as actuellement, tu vois, ça peut peut-être aller t'en chercher 2 000 de ta base actuelle, mais il faut aller chercher les 8 000, tu vois, tous les mois. Et en vrai, c'est un vrai combat. Alors que quand tu fais les calculs, tu te dis un SaaS qui fait bah, 8K, enfin, en gros, genre un SaaS qui fait 5K par mois, tu peux le revendre. Enfin, je sais pas exactement c'est quoi le calcul, il faudrait que je le fasse, mais en gros, tu peux le revendre déjà un bon paquet comparé à un business e-com qui fait Ouais, 5K de d'accord. bénéfices par mois, ça vaut rien, quoi. Ok. Et donc ouais, je suis parti là-dessus. J'ai commencé à me former. L'avantage, c'est que justement, bah, comme bilingue et aux États-Unis, j'ai commencé à me former que sur du contenu US. Et en gros, ouais, j'ai trouvé plein de trucs intéressants. Et j'ai commencé en fait à me renseigner sur un peu les dropshippers des SaaS. Et en gros, comment ils faisaient pour lancer des SaaS super rapidement. Et en fait, c'est le truc sur lequel je me suis penché. Je me suis dit, de toute façon, je vais tester le maximum de choses. Et de toute façon, moi, ce que je fais surtout, c'est j'applique. Ça veut dire, plutôt que penser, etc. C'était vraiment genre je regardais, j'appliquais, je regardais, j'appliquais. Et j'ai lancé 3 trucs au début. J'avais des idées de partout, genre je voulais lancer 5 projets en même temps. J'ai fait des tests, j'ai fait limite tout ce qu'il fallait pas faire, mais juste pour vraiment genre, en mode je défonce tout et je vais devenir compétent sous moins de 6 mois et je vais le maîtriser. Et au final, bah genre le premier SaaS que j'ai réellement launch, tu vois, où le produit était fini, bah en gros ça a pris direct et on a commencé à scaler. Trop bien. Donc, juste sur la partie documentation, toi, c'est quoi un petit peu ton petit process pour documenter? Est-ce que tu fais un classique Google, YouTube, ou est-ce que tu vas faire un peu tu vas aller voir d'autres personnes qui sont un peu dans le milieu ça, si tu vas essayer de prendre deux, trois calls, même si ce soit payant ou gratuit. Toi, un petit peu, c'est quoi ta checklist si tu dois vraiment avoir une full compétence sur un domaine particulier? Ouais, j'ai acheté une format aux US, j'ai bouffé toute la format. Derrière, j'écris souvent, tu vois, et je fais mes plans dans ma tête. Et en gros, le mode dans lequel je m'active généralement quand c'est comme ça, et je le fais encore, tu vois, aujourd'hui, je pense 2 jours par semaine, c'est que je me mets en mode éponge. Ça veut dire genre, j'absorbe tout le contenu possible et limite qu'à la fin que j'ai un mal de tête, tu vois, mais vraiment que j'absorbe le maximum d'informations. Et derrière, en fait, en appliquant, tu vois, ça va me permettre de trier et de Ouais. savoir ok qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui va me faire gagner du temps, tu vois. Par exemple là il y a 2 semaines on doit passer une nouvelle V2 et on doit changer tout le design sur le SaaS. Bah, en gros je parle avec mon dev principal qui me dit ouais ça va mettre 2 mois à passer de Figma, c'est le truc de design, Ouais. à HTML. Et moi je me dis c'est pas possible qu'il y a un truc qui soit pas plus rapide que ça, tu vois. Je trouve un mec sur Upwork. Enfin, je regarde en gros s'il y a des solutions. Il y a des mecs qui font ça bien plus rapidement. Du coup, je trouve un mec sur Upwork, 60 balles par page. Là, en 1 semaine et demie, on a tout fini. Ok. Voilà, c'est déléguer et choisir. Mais là, sur la partie SaaS, enfin, tout le monde se dit, ouais, SaaS, c'est du code, c'est du service en ligne, peut-être tu vas d'ailleurs définir, s'il te plaît, le SaaS pour que tout le monde comprenne. Peut-être qu'il y a des Ouais, boomers bah, qui savent pas. ça, Mais, en gros, c'est software as a service. Donc, en gros, c'est tu vends un logiciel qui résout des problèmes ou apporte de la valeur à ton client. Et en échange, ton client te paye tous les mois. Et le but, c'est de le faire rester s'abonner le plus longtemps possible. Et plus il est abonné, bah, plus toi, ça va te faire du MRR, qui est le Monthly Recurring Revenue, donc du revenu mensuel. Et ça te permet d'avoir une valorisation et une stabilité sur le business qui est super intéressante. tout à fait.
Et donc toi, tu te conseilles de quand même de t'associer avec un CTO, donc une personne beaucoup plus technique que toi, parce que toi, enfin, si je me trompe pas, t'as pas forcément de domaine de compétences en dev, pour coder. Est-ce que t'as délégué ou t'as trouvé sur Upwork justement un développeur pour t'aider sur cette partie-là? Ça serait quoi un peu de tes conseils si tu as envie de monter un SaaS? Comment tu ferais? Ouais, bah moi de toute façon j'ai en vrai tout testé pour commencer. Donc au début j'ai pris un dev sur Upwork, c'était cata. Le problème en gros c'est que tu peux pas demander à un dev Upwork ou un mec qui cherche à payer ses factures et se payer à manger, d'être associé avec toi, de prendre tout le risque et d'avoir des pourcentages. En gros ça fonctionne pas. Ouais, C'est une perte de temps. La personne elle est pas dans le même mindset que toi. Donc en gros si t'es pas aligné avec ton co-founder, genre ça sert à rien. Donc moi, le truc qui a le plus fonctionné tout le temps, c'est quand je prends quelqu'un que je connaissais. Donc j'avais un pote qui était dev, qui était très compétent. Le mec, il sait très bien faire les choses, mais par contre, il sait pas marketer. Et en gros, du coup, je lui ai proposé le truc. Je lui ai dit, OK, il faut qu'on lance ça. Lui il m'a dit, OK, je vais te faire ça. Et il a fait ça. Et en gros, c'était très fluide. Et moi, c'est ce qui a fonctionné le mieux. Alors, certes, c'est pas facile à trouver, tu vois. Mais ouais, pour moi, j'irai pas du tout dans le no-code. J'irai pas sur Upwork. J'irai pas dans le no-code, parce que le no-code, pour moi, c'est bah, en fait, déjà, je trouve pas de gens qui font du no-code et qui ont fait de l'argent. En soi, si tu passes par une agence pour faire un SaaS no-code, ça va te coûter le même prix qu'un SaaS normal si tu trouves le bon prestat. Donc, en gros, c'est quoi l'intérêt de faire un truc no-code si ça te coûte aussi cher? mais un truc no code, par exemple, toi, par exemple, si tu n'avais pas trouvé justement cette personne-là, et si les gens en fait ne trouvent pas cette personne-là pour faire un SaaS, est-ce que tu penses que toi, en tant que marketeur, tu aurais pu maîtriser un outil no code, faire un MVP, Non. voilà, un truc Moi, classique, pousser un peu en moi, en marketing gros, pour trouver. le truc, c'est qu'à un moment, je pétais les plombs. Je me disais, vas-y, j'ai envie de devenir dev, tu vois. Genre, tellement que ça me saoulait les devs au début avec Upwork, etc. Sauf que bah, j'ai abandonné ce truc-là parce que je me suis dit, en fait, je suis pas dev et j'ai pas envie d'être dev. Et ma zone de génie, c'est pas d'être dev, en fait. Et c'est pour ça, pour moi, chacun a sa zone de génie. Et en gros, tant que j'ai pas un co-founder. En soi, le truc, c'est, regarde. Des fois, il y a des gens, ils disent, ouais, je trouve pas de co-founder. Mais peut-être c'est ton idée, elle est nulle, tu vois. Ou peut-être que ton truc, il fera jamais d'argent. Si tu as un truc où, en gros, t'as bien fait tes recherches, il y a déjà des exemples qui fonctionnent, tu sais déjà comment tu vas le market plus ou moins, et que tu es compétent et que tu as déjà fait des business avant, le mec va s'associer avec toi, tu vois. Genre, il n'y a aucun intérêt. Enfin, pourquoi le mec dirait non? Ouais, 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 ouais. Et pour moi, en Faut le gros, trouver. c'est soit t'es pas prêt, faut le trouver, tu vois. Et je suis d'accord que c'est pas facile à trouver, mais si c'était facile, tout le monde le ferait, tout le monde aurait des SaaS tu vois, qui feraient 100K par mois. Et c'est pareil pour les produits winners en e-com, c'est exactement la même chose, tu vois. Genre, Ok. si c'était aussi facile. Ok, parfait. Et donc, tu as lancé ce SaaS-là. Le SaaS aussi, bah, il faut le promouvoir après pour qu'il y ait des clients. Est-ce que tu avais déjà une base existante de clients ou une audience déjà pré-réchauffée, je vais y arriver? Ou est-ce que tu as fait de Hmm. l'acquisition aussi Facebook Ads? Tu as fait de l'influence un peu B2B? Tu as fait de l'influence B2B pour promouvoir ton SaaS au début? Comment tu as fait un peu pour trouver tes premiers clients? Ouais, ben en gros, moi ce que je me disais, c'est je kiffais en fait c'est cette idée d'avoir un effet de levier comme j'avais eu avec les influenceurs en e-com, parce que c'est super puissant. Et justement, je me disais en fait, ça va être très boring si on le fait en ads ou si on le fait en SEO ou des trucs comme ça, genre c'est super chiant quoi. Et je me disais, bah en gros, si on a une force de frappe et une communauté organique, ça va être vraiment très puissant. Et donc du coup, je me suis associé avec quelqu'un qui a une chaîne YouTube et qui fait des vidéos justement sur la niche. Et derrière, bah, lui, il faisait son contenu. Et en gros, bah, plus ton contenu fait des vidéos, plus les meilleurs ils montent, plus ça te ramène du trafic. Et donc, du coup, bah, c'est super puissant parce que ça nous permet d'avoir vraiment beaucoup d'effets de levier pour pas cher au final. Ouais, Et c'est ça qui nous permet d'aller chercher des chiffres qui sont très compliqués à atteindre généralement sur un SaaS classique où tu fais de l'acquisition juste basique en faisant des posts sur Twitter ouais. parce que le nombre T'avais essayé. d'impressions en fait ça. Ouais, Bah, en gros, le problème, c'est que, tu vois, genre, quand tu vas faire un tweet, tu vas faire 10 000 impressions. Si tu fais une vidéo YouTube, tu peux faire 50 000 vues. C'est pas des impressions, c'est des vues. Hmm, Et donc, en fait, forcément, l'impact, il va être complètement différent. Et moi, c'est ce que je me dis, c'est si tu veux faire 100K MRR, en fait, l'impression que tu dois engranger, et pareil pour un site d'e-com, tu vois, genre, les impressions pour faire 100K en e-com, le nombre d'impressions que tu fais sur Facebook, c'est énorme, hein. ouais, 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 non, Et clairement. c'est toujours ce truc-là. Donc, en gros, moi, je me disais, comment on peut toucher énormément de gens et comment on peut toucher une échelle super importante. Tu regardes, tous les business, c'est tout le temps comme ça. Genre, Apple, pourquoi ils font des milliards? C'est parce qu'ils touchent des milliards de personnes, en fait, au quotidien. Et donc, du coup, je me disais, comment nous, on peut toucher le maximum de personnes. Et en vrai, YouTube, c'est un super effet de levier.
Ok, donc tu t'es associé avec un YouTuber, un influenceur dans la niche dont le SaaS peut être utile. Est-ce que ton cofondateur aussi t'aide sur la partie SaaS ou vraiment lui c'est vraiment créer du contenu en continu autour de ton SaaS ou de temps en temps intégrer ton outil ou c'est vraiment toi tu t'occupes de tout et lui il s'occupe seulement de le promouvoir. Moi, je suis très opérationnel et en vrai, j'adore justement ce côté opérationnel et c'est là-dessus où je suis le meilleur. Donc justement, tu vois, genre, ce que je fais, c'est que bah, ça fait déjà longtemps que je travaille de cette façon-là et que bah, j'ai des gens qui travaillent avec moi aussi et qui sont habitués à travailler comme ça. Et donc, en gros, juste chacun maximise sa zone de génie. S'il y en a besoin pour avoir des feedbacks, etc., bah ouais, carrément. Mais Ok. sinon, bah, en gros, 95% de l'opérationnel, c'est mon côté qui le gère et après 5%, ça va être bah lui genre qui nous fait des feedbacks etc, mais sinon lui en gros je préfère qu'il se focus à 100% sur la croissance et le développement bah, de ce contenu et au final ça fonctionne bien comme ça donc c'est cool. Ok, trop bien. Est-ce que tu avais essayé aussi c'est un type d'influence, mais de sponsoriser par exemple des newsletters ou des posts, ouais, on voit de plus en plus sur les newsletters, tu as pas mal de créateurs qui ont des grosses newsletters qui mettent des liens affiliés. Est-ce que ça vous avez essayé? Est-ce que tu as essayé d'autres moyens comme Facebook Ads où ça reste de l'influence quand même de mine de rien? On fait un peu de Google Ads, on a essayé un peu de Facebook Ads, mais globalement ça coûte trop cher. Ouais, Sponsoriser, en fait il y a plein de trucs justement qu'on pourrait utiliser en effet de levier, mais tu vois genre là le retour sur investissement qu'on met sur une plateforme comme YouTube, bah en gros ça suffit en fait pour ok, l'instant. ok, Et donc du coup pour passer les steps pour l'instant on le fait comme ça et après bah petit à petit une fois qu'on a avancé sur le produit, qu'on continue de grossir etc et qu'on est stable, ben, on va aller chercher d'autres effets de levier pour aller chercher ailleurs. Mais je pense que tu vois, là, actuellement, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aller chercher le 70% du trafic qui peut vraiment nous faire évoluer et monter rapidement. Et on va aller chercher les 30% après, tu vois. C'est comme quand tu ok. commences le SEO sur un site d'e-com, tu le fais un peu après avoir poussé ton Facebook Ads Ouais, ouais. et Dans un voilà. second temps, valider le truc et ok. Ok. Ouais, bah Mhm. aussi sur le SaaS, il y en a beaucoup qui font de l'affiliation aussi pour faire amener du monde. Pas obligé de faire Affiliation, par contre, on l'utilise, mais un peu Ok. plus en mode organique où on envoie des emails à nos clients, on leur dit vous pouvez ramener du monde Ah, tu peux et c'est partager. utile. Ok. Mhm. Ok. Trop bien. Top top. Et donc aussi, t'as repris aussi un petit e-com, on en parlait rapidement. Ça serait intéressant. Bah déjà, tu t'avais déjà fait de l'e-com auparavant. Pourquoi tu t'es relancé un peu en side business, un autre e-com? Et surtout, ça m'intéresserait de voir un petit peu ton point de vue sur la niche e-com à l'heure actuelle, enfin la niche e-com, le monde de l'e-com à l'heure actuelle. Quel quels critères, selon toi, un produit serait winner pour faire une nouvelle marque en 2024? Quelle checklist elle devrait remplir? Déjà, pourquoi retourner dans l'e-com? C'est parce que j'ai eu une opportunité. En vrai, c'est un peu ce que je recherchais dans le sens où, tu vois, recommencer une marque de zéro, c'est quand même un travail de malade, quoi. Ouais, Tu dois tester, voir si le concept fonctionne, si ça prend. Moi, ce que je me disais, c'est, OK, comme j'ai fait de l'argent, limite, je me disais, bah, je suis prêt à investir dans une marque, en fait, pour me dire, par exemple, je sais pas, s'il y a quelqu'un qui fait de la croissance, qui a un produit, un product market fit qui est validé, bah, en gros, je jump dedans let's et au go. moins j'utilise juste ma zone de génie, tu vois, où genre justement je sais scaler, je sais passer en vrai de 1 à 10 millions. Je pense que j'ai à peu près la recette pour pouvoir le faire. Et je l'ai déjà fait, ou du moins déjà de 100K à 1 million, genre je l'ai déjà fait plusieurs fois. Et donc du coup, je sais le refaire très simplement. Donc en gros, tu vas apporter cette expertise à bah, quelqu'un qui a déjà lancé ça. Pour lui, c'est un cheat code parce qu'il va passer des steps super rapidement, tu vois plutôt que ça prenne 2 ans, ça va prendre 6 mois. Ouais, Et c'était ça, en gros, que je trouvais intéressant comme échange. Donc ça a mis du temps à arriver parce qu'en vrai, genre, je voulais faire ça depuis 2021. Sauf que réellement, bah, ça arrivait en 2023, du coup, en fin 2023. Et quand ok, j'ai eu l'opportunité, je me suis dit, OK, go. Et j'ai jump. Et en vrai, ça s'est grave bien passé. Pourquoi aussi j'ai jump? Et ce que je recherchais dans mes critères, tu vois, c'est marge produit 90%. Sinon, ça m'intéresse pas. Parce que sinon ok, tu te retrouves vite fait avec des marges nulles. ouais, Produits qui soient scalables et vendables partout dans le monde entier pour avoir une échelle vraiment énorme. Autre critère,
bah, idéalement B2, enfin, pas avoir un produit juste, je vais dire un produit de gogol, tu vois. Pas un produit dropshipping Ouais, sans valeur ajoutée, sans transformation. Genre, ça m'intéressait pas de faire un truc juste, oh, j'ai trouvé un produit winner, boum, on va le lancer et c'est un truc que tu trouves sur AliExpress, ça m'intéressait pas, ça. ok. Donc un produit unique avec fort marge, donc à l'inverse de Oh My Case où tu disais que enfin, les marges étaient beaucoup plus petites. Là, tu voulais avoir une grosse marge pour pouvoir le scaler aussi, j'imagine. Et là, tu fais plutôt du paid ou tu continues un petit toujours les influenceurs. Ouais, et juste du coup, dernier critère aussi, c'est Pardon. AOV plus de 50 €. Ok, ok. Ça, donc, bah, justement, ça lie un peu à la question que j'ai posée juste avant. Pourquoi un AOV au-dessus de 50 € selon toi? Parce que Facebook Ads, c'est un don de Dieu, dans le sens où vraiment quand tu peux utiliser Facebook Ads, Ouais, c'est exceptionnel. Genre ok, s'il y a rien de plus fort, il y a rien de plus incroyable. Tous les gens qui disent oui, Facebook Ads ça marche plus, etc. Ou enfin, ça a jamais aussi bien marché, moi je trouve. Genre le truc est ouais, trop puissant. Il suffit juste d'avoir les bons critères et les bons paramètres et derrière ça fonctionne. L'avantage justement quand tu fais 90% de marge et que t'as un panier moyen au-dessus de 50 balles, c'est qu'en fait même à 1,5 t'es toujours rentable. ouais. Donc en gros, Tu il peux, y a pas de mauvaise journée. Alors ouais, que tu vois, genre, moi je connais des gens, tu vois, qui faisaient à 2,20, ils étaient pas rentables, genre, ou ils étaient break-even. quand tu parles de Le truc, devin, c'est que tu c'est fais un ROAS, combat. c'est ça? C'est Ouais, le retour sur ouais. investissement. Ok. Mhm. Juste pour expliquer. Donc ouais, donc tu pouvais là par exemple à 90% de marge avec un panier moyen à 50 euros, tu peux dépenser type 40 euros, 45 euros pour acquérir un nouveau client. Il n'y a pas de souci pour toi. En gros, c'est ça. Exactement. Et c'est ça en fait. Et donc du coup, tu te dis, bah meilleur des cas, tu fais 2 d'ROS ou deux même 3 d'ROS et du coup t'es max. Ou Hmm. au pire des cas, bah en gros tu t'es break-even quoi, mais tu perds jamais d'argent. Donc en fait, c'est qu'un système qui peut être que positif. Ok. Donc là, tu as trouvé cette opportunité. T'es allé en mode consulting, mais en mode equity aussi. Donc, tu es rentré dans le projet pour scaler ce produit winner, on va dire, où tu l'avais identifié comme gros potentiel. Et là, donc, ça fonctionne plutôt bien à côté du SaaS que tu es toujours en train de développer. Exactement. En gros, je me dis, genre, avant, tu vois, dans ma réflexion, je me disais, ouais, j'ai envie de lancer plusieurs business, d'avoir plusieurs business, parce que justement, comme j'étais que sur Oh My Case avant, bah, en gros, ça me saoulait, tu vois, d'avoir que d'un seul projet, etc. Mais au final, ma réflexion, elle était bonne dans le sens où le fait de rester sur un seul business ou deux business et vraiment garder un business qui soit, enfin, des business qui soient simples, tu vois, et qui fonctionnent, et que ce soit limite pas excitant et que ça devienne boring. En fait, je pense que c'est là où tu peux chercher le truc le plus intéressant, Ouais, que ce soit en croissance personnelle, croissance de biz, expérience et potentiellement revente, tu vois. Et tu regardes ok. les gens qui ont fait beaucoup d'argent, c'est pas des gens qui ont fait sur le long terme, c'est pas que des gens qui ont fait un business tous les ans et qui changeaient. Donc là, en gros, l'année dernière, tu vois, comme je me cherchais et que je lançais bah, plusieurs SaaS, plusieurs idées, voir ce qui fonctionnait, etc. Bah ça mettait quand même pas mal de temps à chercher et à aller au tâton, tu vois. Ouais. Et au final, une fois que j'ai trouvé, là maintenant, je me dis, bah en fait, je fais juste ça. C'est super boring. Avant, les gens ils me disaient, ah ouais, putain, genre, tu fais plein de projets, c'est trop cool et tout. Là, quand je dis mes trucs, genre, e-com, hein, j'ai un e-com, j'ai un SaaS, les gens ils me disent, ah ouais, ok. Bah, c'est Genre, en déjà pas gros, mal. limite, c'est. Déjà pas Non, mal mais par rapport à la moyenne. ouais, non, mais c'est bien, mais en soi, genre, c'est pas excitant, tu vois. Genre, quand je te parle du truc, c'est pas super excitant, mais par contre, genre, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, le truc peut peser vraiment Ouais. énorme, tu vois. Ouais. Ah, c'est bien, mais après, il faut savoir se focus et pas forcément regarder le shiny object ou dès qu'il y a une opportunité, sauter dedans parce que tu penses que tu vas gagner plus ou ça va être un peu plus excitant. Mais c'est ce qu'il disait aussi, Alex Hormody, c'est que les gros succès, c'est le mec qui va répéter son taf jour après jour et que les choses prennent du temps. Et sauf que je pense qu'on est dans une génération où on a la gratification un peu immédiate, où on cherche le résultat non-stop très vite. Alors que malheureusement, quand même, les bons business, ça prend quand même du temps. Et tu disais qu'une marque, c'est quand même pour bâtir ça, que ça soit sur Fratématé ou sur mon autre projet, je le vois encore, faut s'acharner quoi. Ouais, il faut s'acharner Bah, c'est pendant ça, en longtemps fait. quoi. Mais c'est ça, mais le truc, c'est qu'il y a les 3 quarts des gens give up là, bien avant, en fait. Hmm. Où tu vois, genre, et c'est ça, en fait, qui est con, c'est que si ton business, il est bon, genre là, moi, je me dis, ok, je fais pour le tenir 5 ans, genre, je veux que ça continue 5 ans, genre. Et donc, du coup, certes, c'est dur, tu vois, tu dois prendre des décisions qui sont pas juste basées sur le cash. Tu vas faire des choix à court terme qui vont peut-être te faire mal ou qui vont
qui vont ouais genre te prendre du temps. Mais je pense que c'est pareil genre juste dans de la vie perso en général aussi, tu vois, dans le sens où en fonction de où t'habites, genre les choix que tu fais, les personnes avec qui tu t'entoures, les personnes avec qui tu t'associes, genre tout ça, ça a un impact à long terme. Et justement là, moi, j'essaie de prendre des décisions où genre je me dirais putain, merci d'avoir pris ces décisions-là à 25 ans parce que à 35 ans, t'es au max quoi. Ok, trop cool. Donc là, tu restes sur le SaaS actuel et aussi, bah, je t'avais pas mal suivi aussi sur Twitter parce que tu documentais aussi beaucoup de choses. Donc, t'avais aussi, t'envoyais pas mal de valeurs autour des SaaS sur son Twitter. D'ailleurs, on le mettra en dessous de cette vidéo dans la description. Mais aussi, je crois que tu avais aussi une petite formule payante où tu fais une formation autour des SaaS où tu regroupes, on va dire, toute ton expérience. Toutes tes erreurs que tu as pu faire autour d'une formation, c'est ça? Ouais, exactement. En gros, moi, ce que je me suis dit, c'est au-delà de vouloir lancer un business, je me dis en gros, tu vois, comme j'ai commencé en 2017-2018, je me dis j'avais envie d'apporter de la value aux gens et tu sais, des fois, je recevais des messages, etc., de gens qui me posaient des questions. Je me disais bon, ça peut être cool justement si je partage un peu ce que j'ai dans ma tête et je le partage juste au final, les gens ils ont kiffé, tu vois, le fait que je Ouais, partage ces trucs-là, que je vide un peu mon cerveau. Moi, ça me faisait du bien en même temps de viser un peu genre ce que j'avais en tête et de pouvoir l'écrire et de me dire bah voilà genre au moins j'ai fait ce que je pouvais pour pouvoir aider des personnes, tu vois. Et en vrai même j'ai déjà aidé genre plein de personnes et à chaque fois c'était quand même gratifiant de pouvoir les aider. Je me disais bah si je veux aider plus de gens, partager tu vois sur un Telegram ou sur Twitter, bah c'était encore mieux. Même j'ai fait quelques vidéos YouTube et je me disais en fait le but c'est de pas faire un truc excitant parce que hein, tu vois un truc excitant c'est comment j'ai fait 10 000 € en 24 heures genre tu vois genre en fait ça va être ouais, bien plus excitant mais moi ce que je raconte en gros et ma ligne directrice c'est juste je raconte la vérité tu vois et en fait, la vérité, elle est pas vraiment excitante et généralement, elle plaît pas aux gens, tu vois, parce qu'ils veulent pas entendre la vérité, tu vois. Et tu sais, quand tu dis, ouais, bah, tu seras riche, genre par exemple, il y a des gens, des fois, ils ont, je sais pas, 10 000 ou 15 000 € de trésor et disent, ouais, j'ai envie de faire 100K là, avant la fin d'année. Mais la réalité, tu vois, c'est que la forte probabilité est 90. En fait, si tu continues comme ça, juste à travailler comme tu le fais comme t'as fait pour monter à 15K, bah, en fait, dans 3 ans, tu seras vraiment riche. Mais à la fin de l'année, tu seras pas vraiment riche. Et tu vas prendre les choix à court terme, ça va te niquer, tu vois. Et en gros, moi, j'essaie juste de partager un peu cette réflexion-là et de me dire, genre, en fait, si tu suis, genre, les étapes que je te dis, c'est pas excitant, mais au final, ça marche, tu vois. Genre, sûr à ouais, 100%, ça marche. Et c'est ce que je me disais, ouais. Et c'est pour ça qu'en gros, je me suis dit, bah, je vais faire une formation qui explique juste, grosso modo, comment lancer un SaaS très rapidement, quelles sont les erreurs à pas faire, quelles sont les choses à faire, tu vois, pour gagner du temps, et comment avoir un SaaS, du moins un MVP, sous 30 jours, tu vois. ok. Donc c'est une formation boring où on va se faire chier, mais qui Non, en fonctionne. vrai, elle est intéressante. Mais le truc, c'est Ok. que, genre, en fait, le truc qui est ouf, c'est que les gens qui ont appliqué la formation, ils ont réussi à sortir un SaaS et t'économises, genre, grave de l'argent, tu vois. Et Ouais, moi, j'en c'est ai le seul vu. but que je me disais. J'en ai vu passer sur Twitter qui recommandait ta formation et qui dit ça. Mais c'est vrai que surtout les SaaS où c'est un peu le niveau est beaucoup plus élevé qu'un e-commerce où un e-commerce tu peux le faire en express en une demi-journée, ça peut être on va dire tu peux commencer déjà à faire des choses. Là un SaaS quand même il faut se poser, il faut faire quand même des recherches, voilà, il y a un peu plus de complexité et donc c'est vrai que être je pense avoir des bonnes notions c'est quand même nécessaire avant de se lancer quoi. Ouais, mais je pense aussi, tu vois, genre quand t'as un bagage en e-com avant et que t'as déjà fait du chiffre, que t'as déjà poussé, que t'as vraiment, tu vas pousser des trucs que d'autres personnes n'ont pas poussé dans le sens où, tu vois, en termes d'optimisation, etc., Frat et Maté, je pense que t'as eu beaucoup plus de case study qu'un dropshipper qui a enchaîné 5 produits Ouais. dans sa carrière. Et donc, du coup, toi, quand tu vas arriver dans les SaaS, en fait, bah, le niveau, je trouve que le niveau, en fait, il y a deux types de SaaS, tu vois. T'as les SaaS qui vont lever de l'argent, qui vont avoir une grosse team dès le départ. Il y a déjà de l'expérience, etc. Il y a des fonds qui back le SaaS. Donc, pour moi, on joue pas dans le même cours et ça sert à rien de se comparer. Tu vois, moi, ce que je compare, c'est les SaaS bootstrap. Donc, Ok. bootstrap, c'est quand tu commences juste avec ton propre argent, tu vois. Donc, en fait, forcément, c'est pareil quand tu lances ta marque en levée de fonds et quand tu lances ta marque juste avec tes propres argent. Avec ton propre argent, bah, en gros, tu vas lancer avec 300 balles, donc forcément ton truc va pas être incroyable. Mais le but, c'est que ça marche en fait. Et je pense que Fratématé, tu vois, et moi, au Maquet, je te montre le premier site, les gens, ils s'y regardent, ils pleurent. Hein, genre, tu regardes le site, il est moche, Euh, mais infect. L'expérience pourrie, mais juste le produit, il est bon. Et comme le produit, il est bon, les gens l'utilisent. Et au final, tu vois, la première version de mon SaaS, le truc, genre, quand je le regarde aujourd'hui, je me dis, putain, c'est moche, tu vois. Mais ouais. comme au final, ça résout des problèmes et que les gens apprécient,
juste le produit en lui-même, bah, en fait, derrière, ça te permet juste de dire, OK, bah, j'ai juste maintenant à faire un bon produit visuellement, esthétiquement, etc., qui soit stylé. Et en plus de ça, comme les gens, ils aiment bien le produit de base, bah, forcément, c'est le combo parfait, en fait. Ouais, ouais. Bah écoute, bravo, bravo. Et de toute façon, c'est vrai que le SAS, c'est vraiment pas facile. Il y en a pas beaucoup qui ont arrivé, mais c'est intéressant d'avoir ce retour d'expérience, d'autant plus que tu as un background e-com et je pense que sur cette chaîne, de toute façon, il y a pas mal de gens en e-com qui rêveraient de passer en SAS, moi le premier. Donc, écoute, merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Où est-ce qu'on peut te retrouver un peu, Thomas, s'il y a des gens qui veulent t'envoyer des petits DM pour te poser des questions ou juste voilà, pour rester en contact avec toi. Twitter, LinkedIn, et sinon, bah, j'ai le groupe Telegram là où je partage généralement. En vrai, même si les gens remontent sur la conversation, il y a plein de trucs intéressants que j'ai postés. Ouais, Et puis l'idée, c'est ouais, juste que je poste ce que j'ai dans ma tête. En ce moment, je poste pas trop de contenu. Sinon, il y a la chaîne YouTube aussi où j'ai fait quelques vidéos. L'idée, c'est juste que si des gens veulent le voir, ils le voient, mais sinon, je m'en fous de les développer ou ok, quoi. Et après, ouais, en gros, le seul conseil juste que je peux donner pour finir, c'est sur un SaaS. En fait, c'est certes, tu vas peut-être pas réussir du premier coup, donc en fait, il faut avoir les reins un peu solides financièrement parce que du coup, tu vas peut-être pas faire de revenus et mentalement. Mais par contre, je suis sûr qu'au bout de 2, 3, où tu vas améliorer ton analyse et ta théorie, tu vois, de ce qui marche pas, en fait, tu vas retomber sur tes pattes assez simplement. Et exemple, tu vois, j'ai lancé deux SaaS qui étaient fonctionnels, mais pas ouf du tout. Et il y avait encore à mort à développer, tu vois, et je les ai revendus 10 000. Enfin, en gros, j'ai revendu 20 000 balles, les deux, les deux, sur Acquire. ok, L'année dernière, tu vois, est vraiment super simple. C'est pour ça que je disais qu'en dessous de 100K, c'est simple à vendre. Le truc, il avait presque pas de revenus, franchement. Genre, l'argent, sortir 10K du produit à la fin, c'est ouais, incroyable. Donc, en vrai, genre, c'est très compliqué de perdre de l'argent si tu respectes, bah, genre, les bonnes informations. Parce que les trois quarts, ils font ok, qu'à leur tête et ils lancent quelque chose qui peut pas fonctionner. Donc, en gros, ouais. genre, je peux rien faire pour vous, mais Tu les si avais tu, revendus. Ouais, pardon, tu les avais revendus en combien de mois? Les SAS, tu les avais revendus, t'avais fait 10K en, Le premier, je pense en 2, 3 semaines max. C'était ok, bouclé, clôturé, tout était, j'avais reçu tout l'argent. Et le deuxième, je l'avais mis pendant 1 mois et demi. Et d'ailleurs, c'est marrant, tu vois, parce qu'on en parlait tout à l'heure sur le FR US. Je ouais, l'avais mis juste le site en FR. Je l'ai mis pendant 1 mois et demi, pas d'offres, pas de gens intéressés. Quand les gens ils demandaient, genre, ils signaient des NDA pour voir le site, ils disaient ouais, c'est en français, ça m'intéresse pas. Je l'ai traduit. 3 jours plus tard, c'était vendu. ah ouais, comme quoi, traduisez vos sites. Exactement. Ouais, écoute, merci beaucoup, Thomas, c'était trop cool, 1 heure Ah, ensemble. merci à toi, c'était cool. Euh, c'est cool d'avoir donné pas mal de valeur et avoir ton background. Et j'espère que bah, on se recaptera déjà en France si tu reviens dans ton pays Ah natal. bah carrément. Et écoute, bon courage pour ta marque e-com et ton SaaS. Je te souhaite que le meilleur. Merci, bah toi aussi, et n'hésitez pas si vous avez des questions, avec plaisir. Ciao, ciao. Ciao, ciao.